Moi, je me présente déjà, je suis Hanan, je suis Managing Partner sur Artefact et je m'occupe niveau groupe de tous nos sujets IA, IA générative, agentique. Et avec vous ce matin, j'essaie de prendre on va dire un partage, un rétexte sur tous ces sujets agentiques et surtout mettre l'accent sur 4 dimensions qui me semblent extrêmement importantes et qui cristallisent un petit peu les retours d'expérience qu'on a pu avoir déjà ce matin ensemble et puis sur d'autres terrains clients. Alors déjà un premier chiffre qui pose je pense le discours, vous l'avez probablement déjà vu, c'est une étude qui est sortie fin d'année dernière et qui justement met en avant le fait qu'aujourd'hui la plus grande complexité avec tous ces sujets IA génératifs et agentiques, c'est pas vraiment de tester, d'avoir accès à cette technologie, mais c'est surtout d'être capable de les passer à l'échelle. Et tout à l'heure, juste avant la présentation du groupe Barrière, on a vu à quel point voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour s'assurer que les choses fonctionnent correctement, notamment l'évaluation par DLM, etc. Et moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et je pense qu'il est intéressant, c'est de comprendre quels sont les 4 points, les 4 aspects dans votre transformation agentique, IA générative, qu'il faut garder en tête et qu'il faut forcément attaquer, quel est l'angle qu'il faut prendre pour vraiment essayer de maximiser sa chance de succès, sachant qu'évidemment, on ne peut pas garantir le succès, mais en tout cas, on peut s'en rapprocher avec des bonnes pratiques. Donc, j'ai vraiment mis l'accent sur 4 dimensions. Et donc, il y a les 4 P du marketing, je crois. Moi, je les ai appelés les 4 P de l'agentique. Mais du coup, il y a 4 dimensions qui sont extrêmement importantes. La première dimension, c'est les processus. On va voir ce que ça veut dire. Deuxième dimension plus traditionnelle et plus classique, c'est les gens. Donc people. Ensuite, la troisième dimension, c'est la plateforme, et on le verra par la suite. Et enfin, pour terminer, ça c'est un petit easter egg, c'est un dernier qui a émergé assez récemment, enfin, avec beaucoup plus de bruit, on va dire, et que je voudrais vous présenter en ouverture un petit peu, pour que vous puissiez avoir la big picture sur ce sujet d'agentique. Donc on va démarrer par les process. Donc évidemment, je ne vais pas vous refaire la définition d'un agent. Je pense que vous en avez déjà marre. Vous l'avez lu au moins une centaine de fois depuis ce matin sur LinkedIn. Mais je voulais vous montrer un point important, c'est qu'on parle d'agent, d'agentique, et il faut bien différencier ces deux aspects-là. Un agent, c'est une interface avec laquelle vous pouvez échanger. Typiquement, vous discutez avec ChatGPT ou avec Gemini ou avec Mistral ou que sais-je. Vous parlez probablement avec un agent qui intègre des outils pour se connecter à des datas. L'agentique, c'est autre chose, ça ressemble dans la grammaire, mais ça traduit quelque part un nouveau paradigme qui est une continuité de ce qu'on a pu avoir avec le RPA dans les années 2000, dans lequel on a cherché à automatiser des processus à travers une technologie. Et donc, ce que ça apporte au RPA traditionnel, c'est cette notion de raisonnement et de réflexion. Parce que je ne sais pas si vous avez fait l'expérimentation en RPA, mais le problème principal du RPA, c'est que vous devez hard-coder toutes les règles de décision avant de démarrer votre processus. Et malheureusement, comme le monde bouge, les règles bougent aussi, et que dans plein de situations, lorsqu'on a des arborescences très complexes, au bout du 3e nœud, on se retrouve avec une arborescence à 100 possibilités, ce qui fait que c'est très compliqué d'hard-coder, à moins d'être un petit peu masochiste sur les bords. Et encore plus on avance notre processus, plus ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que c'est très important de se dire comment on arrive à apporter un peu plus de souplesse et de fluidité. Et l'agentique est la bonne réponse à ça, parce qu'on laisse l'agent décider et on n'a plus besoin de hard-coder le processus dans son intégralité. Enfin, je ferme la parenthèse, mais c'est important de comprendre cette notion d'agentique et d'automatisation. Pourquoi ? Parce que le grand débat qu'on a quand on parle d'agentique, c'est de se dire qu'est-ce qu'on automatise et qu'est-ce qu'on augmente. Alors je vais expliquer ces deux termes. Quand vous faites de la refonte de vos processus, vous posez forcément la question de se dire est-ce que je laisse à un humain faire cette tâche-là ou je donne à l'agent la possibilité de la faire toute seule. Et évidemment, chaque réponse est parfois la bonne, parfois la mauvaise, mais elle implique aussi des considérations importantes. Si vous faites de l'automatisation, c'est que vous avez quelque part délégué à une IA le fait de faire votre tâche, ce qui peut être bien, mais quelque part ça implique aussi d'avoir une supervision de cet agent-là, parce que vous ne pouvez pas laisser l'IA dans la nature. Imaginez que demain votre entreprise elle est gérée par l'IA, vous n'avez peut-être plus rien à faire et vous pouvez profiter du beau temps, mais quelque part, si ça, excusez-moi du terme, mais si ça pète, c'est vous qui êtes responsable. C'est comme ce débat qu'on a sur les voitures autonomes aujourd'hui. Quand vous conduisez une Tesla et qu'elle conduit toute seule, si vous faites un accident, c'est vous qui êtes responsable. On ne va pas aller attaquer Elon Musk pour ça. Donc, c'est important de se dire, l'automation c'est bien, mais il y a aussi des règles de contrôle, on l'a évoqué tout à l'heure. Et après, il y a l'augmentation, dans laquelle vous allez, quelque part, comme fournir à vos collaborateurs une espèce d'exosquelette qui va les aider à travailler plus efficacement dans leur quotidien. Ça va apporter de la productivité aussi, parce que derrière, les gens vont être plus efficaces, mais moins que si vous l'avez complètement remplacé par une machine.
Et c'est là où c'est important, c'est qu'en fait, vous allez voir, il ne faut pas réfléchir en tant qu'augmentation versus automatisation, mais il faut réfléchir en tant que processus. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez à cette maille-là uniquement, vous perdez la vision globale qui est de se dire je ne cherche pas à automatiser des tâches localement en disant là j'automatise, là j'augmente, mais je réfléchis à un processus global et dans ce processus il y aura des parties qui seront automatisées et il y aura des parties qui seront augmentées. Ce que vous voyez sur la droite en fait c'est un processus classique que vous pouvez voir dans n'importe quelle entreprise. Alors, j'avais à la base des exemples clients et je me suis dit je ne sais pas lequel je mets etc. Donc je suis resté volontairement extrêmement générique, mais gardez en tête qu'un processus dans une entreprise ça fait souvent appel à plusieurs tâches qui se suivent. Ces tâches-là peuvent être réalisées par plusieurs personnes différentes, parfois par la même personne. Ces personnes-là peuvent appartenir à la même fonction d'entreprise, parfois à plusieurs fonctions. Donc ça peut très vite devenir des choses qui sont très complexes à piloter. Et en fait, on va retrouver dans ces processus-là, en général, 3 dimensions importantes, 2 que j'ai déjà illustrées et une 3e que je vais vous présenter tout de suite. La première, c'est l'automatisation. Donc c'est l'idée de se dire, aujourd'hui j'ai une tâche qui est faite par quelqu'un et demain je ne veux plus qu'elle soit faite par quelqu'un. L'exemple, c'est aujourd'hui, je suis une banque, par exemple, et lorsqu'il y a une demande de crédit par un des clients, il y a quelqu'un qui va récupérer. Donc, le client en question va uploader 500 documents sur la plateforme, et moi, je vais prendre les 500 documents, j'allais les regarder et prendre l'information et les rentrer dans mon logiciel pour faire une quotation sur le crédit. Cette étape de prendre l'information et les rentrer dans le logiciel, c'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement rébarbatif. C'est pas forcément une tâche à une très forte valeur ajoutée, mais qui est essentielle pour le processus de crédit. Cette tâche-là, on va avoir tendance à l'automatiser en s'assurant, comme on l'a montré avant, qu'il y a des garde-fous pour s'assurer qu'on a bien récupéré les bonnes informations. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, forcément, on arrive à l'étape où on définit un crédit pour quelqu'un. On dit, OK, au regard de votre situation, vous avez un taux à 1,25, 1,75, donc ça c'était à la belle époque, aujourd'hui c'est plus trop ça, on est plus autour de 3,4, voire plus. Donc c'est à ce moment-là qu'on prend une décision. Et là, dans cette décision-là, c'est intéressant d'avoir un humain qui la prend parce que l'humain va être augmenté par l'IA. L'IA va lui dire, au regard de ce que j'ai pu collecter, je recommande ce taux-là parce que A, B, C, D. Et l'agent va dire, ah ouais, mais bon, c'est quand même un client qui est chez nous depuis 30 ans, on va essayer de faire un meilleur effort, etc. Mais c'est là où on augmente l'humain dans ce processus-là et du coup, il y a cette part d'augmentation versus automatisation. Mais là où c'est très important, et là il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, c'est que derrière, pour que ça marche bien, il faut que tout ça soit orchestré. Orchestré, ça veut dire savoir quand est-ce que je fais appel à l'IA, savoir quand est-ce que je fais appel à l'humain, savoir quand dans un processus qui est fait par l'IA, je demande à un humain de valider, savoir quand un processus est fait par l'humain, je demande à l'IA de rechecker. Et en fait, c'est cette collaboration IA-humain qui a vraiment de la valeur. Et tout le paradigme à trouver, c'est de se dire, quand je fais un processus, quand je fais une refonte, qu'est-ce que je donne à l'humain, qu'est-ce que je donne à l'IA et comment j'orchestre tout ça. Donc ça, c'est le premier P, le P de processus. Pourquoi? Parce qu'il ne faut absolument pas penser la transformation sous forme de use case en disant je vais faire un use case. C'est plutôt de dire aujourd'hui j'ai un process d'entreprise et je vais le redéfinir et je vais le retravailler. Le deuxième P, c'est celui de people. Alors, j'aime bien démarrer par cette image-là, elle est assez marrante parce que vous allez voir sur LinkedIn des gens qui vous disent oui, vous savez, en fait, vous ne serez pas remplacé par l'IA, mais quelqu'un qui utilise l'IA vous remplacera. Alors la réalité, moi ça me fait penser à cette blague sur le cheval où un fermier dit au cheval tu sais, tu ne seras pas remplacé par un tracteur, mais un cheval qui conduit un tracteur te remplacera. Et en fait, ça cristallise en fait le faux débat qu'on a autour de la révolution qu'on est en train de vivre et de se dire c'est quoi la place de l'humain versus la place de la machine. Parce que la réalité, c'est que quand on prend notre travail, tous ici, notre travail, on peut le décomposer en plein de tâches dans notre journée. Et la réalité, c'est qu'il y a des tâches qui vont disparaître. Et c'est une bonne chose parfois. Moi, par exemple, je suis très content de plus faire l'extérieur de réunion. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a bien changé ma vie et je ne reviendrai pas à il y a 2 ans quand on devait le faire. Et il y a des tâches en fait où on voit qu'on a besoin de nous, il y a des tâches sur lesquelles on voit qu'on est même plus efficace que par exemple aujourd'hui lorsqu'on doit tacler un nouveau sujet, on peut aller chercher sur internet beaucoup plus facilement d'informations et avoir un premier avis très 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 rapidement. Alors, évidemment il ne faut pas tout prendre comme acquis, mais ça aide aussi, ça contribue à notre efficacité. Et donc forcément il y a des métiers qui vont disparaître. Les métiers où lorsque vous faites la liste des tâches de votre journée, vous voyez que l'IA peut les faire toutes mieux que vous, forcément oui, désolé, le métier va disparaître. Et c'est un fait, et c'est pas grave. Parce qu'à côté de ça, il y a des métiers qui vont devenir beaucoup plus efficaces et beaucoup plus sharp, et il y a d'autres métiers aussi qui vont devoir être créés. Je prends l'exemple souvent de la révolution industrielle, la première. Lorsqu'on a automatisé les chaînes de montage dans les usines, forcément, il y a des gens qui étaient sur la chaîne de montage et qui ne travaillaient plus. On ne va pas se dire non, on va garder des gens sur la chaîne de montage parce qu'on ne veut pas remplacer l'humain. Par contre, on a créé des nouveaux postes, des gens qui ont réfléchi au processus de montage, des gens qui se sont mis sur le Q&A, la qualité de la chaîne de montage. Et donc, forcément, chaque révolution détruit de l'emploi, recrée de l'emploi et aussi fait en sorte que des emplois actuels évoluent.
Et ça, c'est très important d'avoir en tête parce que ce que ça implique, premier point d'implication, c'est la formation. Il faut être conscient d'une chose, c'est que quelle que soit la transformation que vous faites en entreprise, si derrière vos collaborateurs ne sont pas capables de la récupérer et d'en tirer parti, ça ne marche pas. Vous pouvez construire le meilleur avion du monde, s'il n'y a pas de piste d'atterrissage, il n'atterrira pas. Et c'est pareil, en fait, la piste d'atterrissage de la révolution agentique et IA, c'est être capable d'avoir des collaborateurs qui peuvent s'accaparer cette transformation que vous êtes en train de faire. Si vous repensez vos processus de call center, mais que derrière vos agents ne sont pas formés pour utiliser l'IA pour répondre au téléphone, ça ne sert à rien. Au final, vous allez avoir un super agent qui va tomber dans le vide. Et donc, c'est très important, et les chiffres aujourd'hui sont assez parlants. 86% des gens pensent qu'ils ont besoin de training. Quand vous leur demandez aujourd'hui, il n'y a que 14% qui ont été formés. Et quand vous les comparez aux leaders, ça veut dire en général plutôt le COMEX ou COMEX-1 niveau, vous êtes plutôt à 44%. Alors, je ne suis pas en train de blâmer les COMEX, ce n'est pas du tout mon point. Je dis juste qu'aujourd'hui, évidemment, on en est encore loin, parce que forcément, on commence par les gens qui doivent transformer la révolution, et donc forcément, en général, les gens qui sont tout en haut, mais il faut que ça redescende plus vite, quoi. Sinon, malheureusement, quelle que soit la profondeur de votre transformation, elle n'atterrira pas. Et le deuxième point, et donc ça, excusez-moi, la scène un peu barbare avec du texte en police 12, mais c'est aussi pour vous montrer que ça va créer des nouveaux emplois et ça va faire évoluer des emplois en place. Et là, je vous ai mis quelques illustrations. Ce n'est pas la liste exhaustive de tous les emplois qui vont être créés grâce à l'IA générative. Je ne suis pas en train de refaire le référentiel de France Travail, mais je voulais vraiment vous montrer qu'il y a des rôles qui n'existaient pas avant et qui commencent à apparaître. Le premier, c'est celui de... Alors, les mots ne sont pas source de foi dans toutes les entreprises. On entend plein de choses. Là, je vous donne les dernières tendances en termes de vocabulaire. Je ne m'engage pas à ce que ce soit les mots utilisés dans 10 ans. Donc le premier poste qu'on voit beaucoup, c'est celui de catalyste. Parce que je vous l'ai dit, c'est important de faire atterrir la révolution. Et pour la faire atterrir, il faut que des gens qui soient capables de, se rapprocher du métier, faire le pont entre la techno et les métiers, et aussi être capable de diffuser tout ce qui a été construit. Donc ça, c'est vraiment un rôle un peu de transformation qui va avec des gens qui sont mandatés pour faire atterrir ce succès. Vous avez aussi un rôle que vous avez forcément vu qui s'appelle celui de PO, sauf que ici le P n'est pas pour product mais pour process, parce que lorsque vous retravaillez vos processus, il faut mettre des gens qui vont reprendre le processus en place, qui vont le regarder, le décortiquer, le réanalyser et le réécrire. Et donc ça, c'est pas une personne par processus, ce serait trop facile, c'est plutôt une équipe de personnes qui vont se poser la question de refaire le processus. Et donc ils seront en charge de la conduite du changement de cette refonte. Ensuite, évidemment, les data scientists qui existent depuis des années voient leur métier évoluer. Moi, ma petite histoire, moi, ça fait 10 ans que je fais de la data et de l'IA. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais data scientist et évidemment que je vois aujourd'hui que si je devais continuer ce travail-là tel quel, il a énormément évolué. Aujourd'hui, on ne code presque plus, au même titre que vous n'écrivez plus vos emails. Faites pas semblant, je pense que personne ici aujourd'hui fait ses emails tout seul. C'est pareil, les développeurs aujourd'hui ne codent plus tout seuls. Et donc le métier a évolué et donc il y a tout un paradigme qui a changé dans lequel avant on devait écrire du code, maintenant on doit superviser l'écriture du code. Avant on devait coder des modèles, maintenant on doit s'interfacer avec des modèles existants et les prompter. Donc il y a des choses qui ont évolué et donc forcément le métier a évolué et donc celui des profils tech ont aussi évolué. Et enfin, c'est que lorsqu'on donne à tout le monde la possibilité de créer des agents, on donne la possibilité à des gens business de quelque part de coder avec des prompts. Et donc c'est là où on voit apparaître des rôles qu'on appelle des business builders, donc c'est des personnes qui ne sont pas forcément techniques, mais qui sont suffisamment savantes de la logique des LLM, de la logique des agents, de la logique des prompts, pour commencer à créer des premiers agents, des premiers applicatifs. Et ça aussi, ça permet évidemment de faire la transformation. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour vous montrer qu'il y a deux enjeux importants sur les people. Le premier, c'est de former, et le deuxième, c'est de se poser la question des nouveaux rôles, et du coup aussi de faire migrer des rôles existants vers ces nouveaux rôles, parce que c'est souvent un changement dans la continuité. Donc je vais revenir sur le troisième P, c'est celui de la plateforme. Pourquoi on parle de plateforme? Parce que je vais vous donner une image en tête, vous allez voir, c'est assez frappant. Je vous parlais des business leaders, ça veut dire que ici dans la salle, vous êtes tous capables demain de créer des agents dans votre entreprise, et donc probablement de créer pas un seul, mais peut-être 2, 3, 4, 5 agents. Imaginez ces agents-là comme des N-1 virtuels que vous avez à votre disposition. En réalité, c'est ça, quand vous demandez à un agent de vous écrire un email, c'est comme si vous avez demandé à votre stagiaire de vous écrire l'email. Mais vous n'en avez pas un, vous en avez 10, et donc là, on est allé à une quarantaine, cinquantaine, donc ça fait déjà 500 agents. Imaginez une entreprise où il y a 500 stagiaires dans lequel le département RH n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. On les a recrutés, on les paye au black, personne n'est au courant, et ça marche très bien. La réalité, c'est que c'est ce qui se passe quand vous créez des agents partout et que personne ne sait ce que vous faites. Quand vous donnez accès à des agents, à des drives entiers, on ne sait pas, personne ne sait. Ces agents peuvent modifier le drive, personne ne sait. Et dans 2 ans, on va dire « Ah, on a une data breach énorme, on a retrouvé nos données dans je ne sais pas quelle technologie, etc. » Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de garder en tête qu'on ne peut pas faire ça.
Et donc ça, c'est un élément. Deuxième élément important, c'est de se dire, on parlait de refondre des processus. Si demain, tous vos processus, vous les donnez à des agents qui travaillent tout seuls, qu'est-ce qui se passe le jour où ça ne marche pas? Qui est responsable de ça? C'est quoi la chaîne de commandement qui remet en place le processus quand ça ne marche pas? Demain, vous remplacez votre call center par que des agents. Si demain, les agents insultent vos clients, alors je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est important parce que ces agents-là ont un fort pouvoir, et donc je vais faire cette phrase classique, mais qui a beaucoup de sens, qui dit qu'avec des forts pouvoirs, on a beaucoup de responsabilités. Voilà, exactement. Donc c'est important aussi de se dire qu'il faut forcément une plateforme qui va créer ces agents, les créer avec les bonnes pratiques, mesurer leur performance et suivre dans le temps tout ça, parce que derrière, si on ne fait pas ça malheureusement, ça ne peut pas marcher. Il y avait une phrase que j'aime bien raconter, c'est celle de Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui a dit le département IT deviendra le département RH des agents demain. Alors c'est la moitié de la réponse, je pense que c'est vrai, il faut un département RH des agents. Cette plateforme cristallise un petit peu peut-être le RP de la plateforme des agents, mais il faut être conscient que dans votre entreprise, vous avez tous des N+1 et des N-1, et forcément vous êtes aussi responsable d'eux. Ce n'est pas le département RH qui est responsable de tous les aspects RH de vos N+1 et de vos N-1. Et donc ce que ça traduit, c'est qu'on ne peut pas se dire le monitoring des agents, c'est qu'une question de l'IT. Parce que derrière, lorsque le chatbot sur votre site web, il répond à un client, mais qui répond de manière incorrecte, l'IT va vous dire je suis désolé, l'applicatif chatbot fonctionne correctement, j'ai un temps de latence à 0,2 secondes, pour moi, all good. Alors qu'en réalité, l'agent dit des bêtises. Mais c'est parce qu'on a essayé de se dire c'est l'IT qui est responsable de ça. Alors qu'en réalité, c'est une responsabilité qui est partagée. Partagée entre, d'un côté, forcément, l'IT qui doit monitorer les couches basses, s'assurer que l'applicatif fonctionne, s'assurer qu'il est bien connecté aux différentes datas, s'assurer qu'il n'y a pas de problème de data alimentation. Mais ensuite, il y a les équipes data qui doivent s'assurer, comme l'a montré avec Barrière, que les réponses sont correctes. Donc ça, c'est les équipes data qui sont garantes du fait de se dire ça a bien tapé sur SharePoint, ça a bien récupéré les bons documents. Et ensuite, les équipes business qui doivent monitorer tout ça, superviser et se dire attention, la réponse ici, elle n'est pas bonne. Et pas bonne ne veut pas dire que la réponse est fausse. Je vous donne un exemple. Vous avez une marque d'hôtel. Quand un client vous dit sur votre chatbot quelle est la meilleure enseigne, quel est le meilleur hôtel de Paris, vous n'avez pas envie qu'il cite votre concurrent. Et c'est pas parce que c'est faux, peut-être que c'est vrai, peut-être que votre concurrent est meilleur que vous, mais vous ne voulez pas qu'il le dise. Et ça, l'IT vous dira je suis désolé, c'est Google qui le dit, il a raison. Donc c'est important de se dire on ne peut pas mettre ça en disant c'est une question technologique, c'est de la techno, c'est du code, donc c'est l'IT. C'est malheureusement ce qu'on voit assez souvent. Et il faut être conscient que si vous voulez passer à l'échelle et si vous voulez vous assurer que tout fonctionne dans le temps correctement, il faut bien aussi responsabiliser les différentes équipes de votre entreprise. Et un point, dernier point sur la plateforme, sachez que sur tous les sujets agentiques qu'on a fait maintenant depuis 2 ans, le principal échec, au-delà de alors le premier c'est l'adoption, voilà, ça c'est le premier, il ne bouge pas. Et c'est parce qu'on n'a pas réussi à intégrer les équipes business, à bien repenser le processus, à bien faire atterrir tout ça. Mais le deuxième c'est la data. Quand vous voulez automatiser des choses, souvent, vous faites votre POC, voilà, ça marche bien en 4 semaines, vous avez pris des fichiers Excel à plat, regardez, ça marche super bien. Et ensuite, vous devez vous intégrer à votre SI, qui évidemment n'a pas évolué depuis 25 ans et qui doit malheureusement du coup être intégré pour pouvoir fournir la donnée en temps réel. C'est extrêmement important d'intégrer ces contraintes dès le début. Ça ne sert à rien de créer un agent qui automatise des choses à une fréquence seconde si votre IT donne la donnée une fois par mois. Ça ne sert à rien. Donc, il faut être hyper aussi consciencieux sur ça, c'est de se dire lorsque je vais redéfinir mon processus, il faut que j'intègre les contraintes de mon écosystème data et SI, sinon ça ne fonctionne pas. Et si vous voyez qu'il y a un point bloquant, il faut d'abord l'adresser avant de refaire le processus, ou te dire je prends cette contrainte en entrée et je refais que la partie aval du processus. Et c'est très important d'avoir cette réflexion-là, et malheureusement beaucoup de gens n'ont pas compris que dans un monde où l'agentique devient commodité, le modèle devient commodité, la seule chose qui vous reste à vous, c'est la data. Et si cet aspect-là, vous ne le traitez pas correctement, malheureusement, la transaction ne doit pas fonctionner. C'est le seul point sur lequel aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on est encore en total contrôle et sur lequel il faut forcément faire des efforts pour intégrer. Et donc, j'en viens au dernier point. Donc ça, c'est le P de position. Non, malheureusement, je ne parle pas des feux de la voiture. J'essaie vraiment de trouver un angle un peu nouveau qui est très, très important et qui fait beaucoup écho aux dernières news qu'on a pu avoir sur le marché. Avec notamment les dernières sorties de ChatGPT, mais qui, je vous assure, va arriver forcément sur Gemini, sur Mistral, sur Claude. Ça, c'est une question de temps. C'est toujours une course un peu avec un qui prend l'avance et puis les autres qui rattrapent. Donc, pour le coup, ici, c'est ChatGPT qui a été assez fort. Donc, un chiffre que je vous partage, c'est qu'aujourd'hui, quand on traque, vous savez, les sources des gens qui viennent pour des sites de e-commerce
quand on traque les sources, qu'on voit, c'est que les gens qui viennent de ChatGPT ont un taux de conversion qui est presque 2 fois supérieur à des sources traditionnelles. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, quand ils cherchent sur ChatGPT, ils se renseignent en même temps. Et donc, ils sont beaucoup plus, quelque part, qualitatifs parce qu'ils se sont posé la question, ils ont cherché, maintenant ils viennent sur votre site, du coup ils achètent et du coup ils ont une intention d'achat et dans le funnel, ils sont quand même beaucoup plus à droite, quoi. Donc c'est important de garder en tête que c'est un channel d'acquisition. Vous ne pouvez pas vous dire, oui, ChatGPT, bon, c'est Google, c'est le search, etc. Et je vous dis ça parce que, malheureusement, beaucoup de boîtes, vous avez entendu forcément parler peut-être du mot JO, voilà. Donc ces boîtes se sont dit, ok, bon, il y avait le SEO, maintenant c'est le JO, donc je vais prendre les équipes SEO, je vais dire, coucou, il faut bien bosser sur le JO, c'est important. Alors qu'en réalité, il faut faire vachement gaffe, c'est une erreur profonde et gravissime de penser que le JO, c'est l'évolution juste du SEO. Si vous pensez comme ça, malheureusement, vous allez voir le train passer à toute vitesse et vous allez rester sur le quai. Et je vais vous montrer ça avec quelques points extrêmement importants qui, aujourd'hui, cristallisent un petit peu cette révolution qu'on est en train de voir d'un point de vue digital et d'un point de vue data. Si aujourd'hui, alors là, j'ai fait le test pour moi. Alors au début, j'avais testé avec plein d'entreprises. Et comme on a forcément dans la salle, j'avais pas envie forcément de mettre quelqu'un en porte-à-faux. Donc j'ai dit, je vais faire ça avec mes chemises, parce que récemment, j'ai acheté des chemises et je cherchais des chemises pour tous les jours. Alors j'en porte pas aujourd'hui parce que je suis pas bon élève, mais je cherchais un petit peu. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT quelles sont les 5 meilleures marques de chemises pour aller au travail. D'accord ? Donc vraiment traditionnel. Mais par contre, ce que vous voyez, en fait, c'est intéressant, c'est que faites le test sur Google, vous n'allez pas avoir les 5 mêmes marques. Donc premier point qu'il faut arrêter, c'est pas le reflet de Google. Et là, je prends ChatGPT, vous faites ça avec Gemini, c'est pareil. Même Gemini, ça ne sera pas le reflet 100% de Google. Pourquoi ? Parce que ces moteurs de conversation, pour répondre, ils ne vont pas se baser sur le référencement uniquement, ils vont aussi intégrer ce que vous avez sur la droite, des sources qui sont parfois des blogs de gens inconnus au bataillon, mais très bien en fait perçus par des communautés. Parfois, sur la droite, vous allez trouver des threads Reddit. Alors, qui ici va sur Reddit ? Ok. Alors, en général, c'est un réseau social qui est très connu pour ceux qui font... soit qui ont compris c'est une sorte de JO, soit qui font de la crypto, soit qui font du gaming, soit qui parfois c'est génial. Personnellement, Reddit, moi j'adore, c'est extrêmement profond et la communauté est extrêmement active. Donc malheureusement, les gens oublient que les sources de ces moteurs-là ne sont pas les mêmes que sur Google et donc chercher à optimiser vos sources traditionnelles en SEO pour apparaître en JO, c'est faire la moitié du travail. Et donc c'est important déjà de dire attention. Quand on sait que le trafic vient maintenant de plus en plus de ces moteurs-là et que le trafic est en plus de ça de meilleure qualité, il faut vraiment faire attention pour être bien positionné. Et pourquoi je vous dis ça aussi ? C'est parce qu'une étude montre aux États-Unis que aujourd'hui 6% des recherches search sont initiées sur des moteurs conversationnels versus 2,5% l'année d'avant. Donc ça veut dire que c'est une croissance. Alors 6%, on va me dire que c'est pas beaucoup, mais je vous le garantis, d'ici 5 ans, on sera plus autour des 30, 40, voire 50%. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore 5 ans, je pense que je suis très très conservateur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose... Alors, tous ici, vous avez déjà fait des requêtes. Moi, personnellement, je suis papa d'un deuxième enfant depuis 2 mois. Et quand ma fille a des coliques la nuit à 2h du matin, je peux appeler personne à part ChatGPT ou j'ai mis... Je veux bien appeler ma mère, mais elle dort. Je veux bien appeler mon pédiatre, mais il dort. Et donc, du coup, ça devient une plateforme dans laquelle on fait beaucoup de recherches aujourd'hui. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Le deuxième aspect qui est sorti récemment, c'est un switch impressionnant qui a eu lieu maintenant. Donc ça, c'est disponible qu'aux US. Vous ne pouvez pas le tester malheureusement, sauf si vous avez un VPN de qualité. Mais aujourd'hui, aux US, lorsque vous cherchez un produit, vous pouvez aussi derrière cliquer sur le produit et l'acheter directement. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la transaction full intégrée dans ChatGPT. Vous pouvez acheter directement depuis ChatGPT. Et pareil, maintenant, ils ont sorti maintenant, il y a depuis une semaine, les apps dans lesquelles vous pouvez aussi converser avec des apps, par exemple avec Figma, avec Coursera, pour directement dans ChatGPT interagir en fait avec le site web. Donc je vous pose une question. Si les gens n'ont plus besoin d'aller sur votre site web pour savoir ce que vous vendez, savoir ce que vous faites, n'ont plus besoin de venir sur votre site web pour acheter et consommer vos produits, à quoi il sert votre site web ? À quoi votre application elle sert ? En fait, les gens n'ont plus besoin en fait de tout ça. Parce que les gens, demain, dans ChatGPT, vont acheter vos produits, vont dialoguer avec votre app, vont chercher d'informations. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est mon dernier point, c'est que aujourd'hui, on va se retrouver avec une espèce de captation de toute la data et captation de toutes en fait, les interactions clients par ces moteurs de conversation. Et donc je dis ChatGPT par langage parce que c'est eux qui ont fait les premières annonces, mais ça va être vrai sur tous les moteurs de conversation. Et donc vous, en tant qu'entreprise, en tant que marque,
en tant que retailer aussi, ça marche pour tout le monde, ben, vous avez deux choix. C'est soit vous devenez la dark kitchen de ChatGPT, vos applicatifs, en fait, c'est pas grave, il n'y a pas de front, vous fournissez tout, et demain, ben, en fait, vous avez tout votre trafic qui est dessus. Et peut-être que c'est une bonne stratégie, hein, je ne remets pas ça en cause, mais en tout cas, il faut que ce soit un choix. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de subi parce que vous n'avez pas anticipé ça. Soit il faut vous dire, bah, écoutez, ce que ChatGPT propose, c'est ça, ce que je vais proposer, c'est ça, et vous allez devenir complémentaire de ce que propose ChatGPT, Gemini, et Mistral et consorts. Je parle de ChatGPT parce que c'est les premières à sortir ces news-là. Et donc c'est important de se dire, c'est pour ça que je parle du P de position, c'est positionnement, il faut repositionner votre entreprise. Forcément, il y a cette révolution interne. Comme moment d'entreprise, je redéfinis mes processus, je forme mes collaborateurs, je centralise mes assets, mais aussi d'un point de vue externe, surtout si vous êtes une marque ou si vous êtes un retailer, encore plus que pour les autres, ben de se dire aujourd'hui, dans ce monde où les patterns clients, dans ce monde où les clients vont interagir différemment avec ma marque, mon entreprise, comment je dois faire et quelle est ma stratégie? Parce que si vous ne faites rien, la stratégie, vous allez la subir et je vous l'annonce tout de suite, vous allez devenir un back-office. Et je ne dis pas que c'est mal, hein. Honnêtement, aujourd'hui, il y a des dark kitchens qui travaillent sur Uber Eats et qui travaillent sur Deliveroo et qui gagnent très bien leur vie. Et ils n'ont pas de restaurant et c'est pas grave. Je ne suis pas en train de parler d'un point de vue business, je suis en train de parler d'un point de vue stratégie. C'est important de se dire où est-ce que je me positionne parce que sinon, le risque, c'est que demain, en fait, vous allez subir, comme beaucoup de marques ont subi quelque part il y a 20 ans, les retailers et les plateformes e-commerce en disant bah, aujourd'hui, de toute façon, je vais travailler avec Amazon, je n'ai pas le choix parce que si je travaille pas avec Amazon, je ne suis pas référencé. Là, vous avez encore un peu de temps pour avoir le choix. Maintenant, il faut bien prendre ça en considération et ne pas penser que le GEO c'est un sujet, oui, c'est du SEO 2.0, c'est faux. Le GEO, c'est une refonte complète de votre stratégie digitale sur tous vos assets digitaux. Et quand vous prenez avec ce point de vue-là, ben forcément la question elle devient tout de suite beaucoup plus structurante et tous vos chantiers que vous êtes en train de faire sur la refonte de votre applicatif, sur la refonte de votre site web, sur la refonte de stratégie omnicanal, ben, il faut la remettre en cause tout de suite parce que si vous êtes en train de refaire votre app pour dans 2 ans, mais dans 2 ans, personne n'ira dessus, c'est une vraie question. Donc voilà, c'était le dernier point que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, on fera, je pense, une matinale dédiée sur ça, parce que c'est un énorme sujet. Mais je voulais planter le décor parce qu'il y a beaucoup de news qui sont sorties récemment. Et c'est important de garder en tête qu'on ne peut pas juste les regarder en disant wow, c'est trop bien pour les consommateurs, mais en réalité, ça remet en cause la stratégie des marques. Voilà, je crois que j'ai fini et je redonne le micro.